Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Le droit de vote des étrangers aux élections locales serait-il en passe d'être enterré? Pour le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas une revendication forte de la société. Manuel Valls se montre sceptique vis-à-vis de cette promesse de campagne de François Hollande au moment où 75 parlementaires socialistes lancent un appel pour tenir cet engagement. Ce sera fait, assure ce soir le ministre Alain Vidalies, mais le flou persiste. Dysfonctionnement, coûts inutiles, folles dépenses, le fonctionnement des agences d'État est épinglé dans un rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Office national des forêts à Pôle emploi, en passant par le Centre national du cinéma. De nombreux organismes semblent échapper à la vigilance de l'État. Plus pour longtemps, prévient le gouvernement qui compte bien se pencher sur ce rapport pour trouver de nouvelles économies. La hausse du prix du gaz sera finalement de 2% au 1er octobre, alors que GDF Suez demandait une augmentation de 7% pour compenser, comme prévu par la loi, ses coûts d'approvisionnement. Le gouvernement a finalement tranché, mais l'entreprise ne s'interdit pas de porter l'affaire pour la 3e fois devant le Conseil d'État, qui lui a déjà donné raison les 2 premières fois. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La tension ne retombe pas en Indonésie, au Pakistan, en Afghanistan et au Liban. Les manifestations anti-américaines se poursuivent. À Beyrouth, le chef du Hezbollah a fait une rare apparition en public devant des dizaines de milliers de personnes réunies pour protester contre le film anti-islam. Les détails avec Tam Tranoui. Une semaine après les premières violences en Libye, la colère continue d'enflammer le monde arabo-musulman. À Ramallah, des centaines de Palestiniens ont manifesté contre Innocence of Muslims, ce film diffusé sur Internet présentant l'islam comme un cancer. Au Liban, des dizaines de milliers de personnes se sont également rassemblées, répondant à l'appel d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais. Cette attaque est grave et sans précédent. Il s'agit de la pire attaque contre l'islam, pire encore que le livre Les versets sataniques de Salman Rushdie, ou que les caricatures européennes du prophète de Dieu. Par votre présence, vous devez montrer votre colère et vos cris. Enfin, les manifestations ont dégénéré à Kaboul en Afghanistan, faisant 2 morts. Plus de 1000 Afghans ont défilé, certains utilisant des armes à feu, d'autres incendiant des voitures de police. Les insultes contre l'islam sont prises très au sérieux en Afghanistan. En février, après que des exemplaires du Coran avaient été brûlés sur une base américaine, des émeutes avaient fait 40 morts. Et j'ajoute qu'en France, tandis que la manifestation devant l'ambassade américaine continue de faire l'objet d'une polémique entre certains dans l'opposition et la majorité, une enquête ordonnée par le parquet de Paris est en cours pour identifier les organisateurs de ce rassemblement. Dans l'actualité, c'est un rapport qui tombe à pic. Au moment où l'État cherche des économies partout, le rapport de l'Inspection générale des finances, commandé par l'ancienne majorité, pourrait bien donner de nombreuses idées au gouvernement. On y apprend notamment que les agences d'État, comme le Centre national de la cinématographie ou encore l'autorité des marchés financiers, coûtent de plus en plus cher, alors que l'État, vous le savez, se serre la ceinture. On voit tout cela avec Sophie Normand. L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ou encore l'énigmatique Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Des organismes parapublics aux missions obscures qui dénotent face aux plus connus Météo France ou bien Pôle emploi. Au total, 1244 agences de l'État recensées par l'Inspection générale des finances. Il y a eu un phénomène que le Sénat avait dénoncé en son temps, qu'on avait appelé l'agencisation, c'est-à-dire la tendance naturelle de beaucoup de ministères à s'appuyer sur des pôles un peu spécialisés pour traiter une question. Et progressivement, c'est une habitude qui a été prise. En 2012, ces organismes créés de façon ponctuelle et sans cohérence d'ensemble ont englouti 50 milliards d'euros. Certains se sont vus octroyer des ressources propres sous forme de taxes spécifiques, plus jamais contrôlées une fois créées par l'État. Près de 450 000 personnes y seraient employées, un effectif qui a augmenté en 5 ans de 6%, et c'est sans compter les salaires, 5% supérieurs à ceux du reste de l'administration, quand la rémunération moyenne des dirigeants, elle, est de 150 000 euros par an. Des chiffres malvenus en pleine réduction du train de vie de l'État. Il faut évaluer les agences. Parfois se poser la question de les supprimer quand elles ne sont plus utiles. Dans tous les cas, leur appliquer un certain nombre de règles si on est audacieux, si avec cette réforme des agences va aussi une réévaluation, une réforme d'un certain nombre de politiques publiques, ça va très au-delà du milliard.
1 milliard d'économies potentielles. Face à ce rapport au vitriol, le gouvernement a annoncé le lancement d'une nouvelle mission sur le sujet. Et il y a ces agences d'État que nous venons de voir et puis il y a les collectivités locales qui doivent aussi montrer l'exemple. C'est l'idée phare du député René Dosière qui estime qu'une meilleure gestion de ces territoires permettrait à l'État d'économiser entre 18 et 20 milliards d'euros. Le député de l'Aisne n'épargne personne, sénateur, député, gouvernement. Vous allez le voir, tout le monde y passe. Aurélien Romano. Les élus doivent montrer l'exemple et mieux communiquer, c'est l'idée phare de René Dosière. L'État, en particulier les responsables publics, doivent réduire leur manière de fonctionner pour que les Français acceptent de supporter et d'accomplir les sacrifices qu'on va leur demander. À l'heure où le gouvernement cherche 30 milliards d'euros, le député pointe aujourd'hui du doigt les collectivités locales. Il dénonce l'enchevêtrement des strates et des compétences entre communes et communautés de communes. 15 milliards d'euros pourraient être économisés dans le bloc communal. Il avance le chiffre, 200% d'augmentation d'effectifs dans les communautés de communes de 1998 à 2008 et dans le même temps, 55% d'augmentation d'effectifs dans les communes, alors que ces communes ont moins de compétences. Sur ce point, il est défendu par la droite au moment où la plupart des collectivités locales sont gouvernées par la gauche. C'est pas normal que les communes en même temps aient continué à augmenter leurs effectifs. C'est pas normal que sans transfert de compétences, les régions aient continué autant à augmenter leurs propres effectifs. Le député de l'Aisne veut mettre l'État au régime. Coutumier des rapports et des ouvrages sur le train de vie de l'État, il considère qu'il y a encore trop de ministres et qu'il faut avancer sur le non-cumul des mandats, mais se montre très prudent dans ses conseils au gouvernement. Et réaction sans surprise du président de l'Association des maires de France qui n'a pas du tout apprécié la charge du député René Dosière. Jacques Pélissard demande à ce que cessent les attaques infondées et démagogiques contre les collectivités locales. Dans l'actualité, ce soir, l'un émet des réserves, l'autre affirme que l'engagement sera tenu. Alors qui croire lorsque Manuel Valls estime que le droit de vote des étrangers aux élections locales n'est pas, je cite, une revendication forte de la société? Son collègue en charge du Parlement, Alain Vidalys, corrige aussitôt et assure que cette promesse de François Hollande sera respectée. Il répond ainsi à l'appel de 75 parlementaires socialistes qui poussent dans ce sens. Mais ce soir, le flou persiste. Les détails avec Mathilde Bélanger. C'est une tribune parue dans Le Monde datée d'aujourd'hui qui sème la discorde. 75 députés socialistes appellent François Hollande à respecter sans plus attendre son 50e engagement de campagne, le droit de vote pour les étrangers non européens aux élections locales. Des députés qui craignent de voir cette promesse tomber aux oubliettes. Ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. Ça faisait partie des propositions de François Mitterrand en 1981. Et à l'époque, et pourtant je ne suis pas toute jeune, je n'avais pas le droit de vote parce que je n'étais pas majeure. Vous voyez, donc on a été très patients. C'est un sujet qui a fait son chemin dans l'opinion. Mais cet avis n'est pas partagé par tous au Parti socialiste et au sein même du gouvernement, les voix divergent. Alain Vidalys, ministre des Relations avec le Parlement, a promis ce soir que cet engagement serait tenu. Manuel Valls, en revanche, redoute un débat qui provoquerait des fractures dans l'opinion. Les Français ne placent pas du tout la question du droit de vote ou non des étrangers non européens aux élections locales en tête de leurs priorités. On peut même dire que ces derniers temps, ces dernières semaines, cela a reculé tout en bas de classement, tout en bas de la hiérarchie des priorités des Français qui sont avant tout focalisés actuellement sur les aspects emploi, pouvoir d'achat, tout ce qui est véritablement quantitatif, ce qui est sociétal les intéresse vraiment très peu. À droite, certains dénoncent un calcul électoral en vue des élections municipales 2014. L'UMP réclame un référendum sur cette question. Jean-François Copé somme le président de la République de clarifier ses intentions au plus vite. Et sur le plateau du 22h, pour le décryptage économique et politique du lundi soir, nos chroniqueurs Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir, et Jean-Louis Gombault, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Guillaume, d'abord sur le sujet du droit de vote des étrangers aux élections locales, qui faut-il croire, qui faut-il entendre? Est-ce que c'est le scepticisme de Manuel Valls ou la réaffirmation de l'engagement de François Hollande par Alain Vidalys? Alors on remarque qu'il y a une question de rapport de force politique dans cette histoire. D'abord, l'initiative des 75 députés tombe à un moment assez curieux. D'abord, le ton qu'ils emploient, dire le temps presse. Entendre des députés du parti du président sommer le président d'agir, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Ensuite, faire ça une semaine après la relance du débat sur le mariage homosexuel, c'est donner le sentiment, ou en tout cas accréditer l'idée, que la gauche voudrait multiplier les fronts sociétaux
pour faire oublier les problèmes sociaux. Et puis troisième problème et raccourci chronologique un peu embêtant pour ceux qui défendent cette initiative, c'est que faire ça au lendemain de la manifestation anti-islam qui ne peut que réveiller des craintes, voire des amalgames dans l'opinion entre un islam radical et puis le droit de vote étranger, ça n'était pas très habile. Donc François Hollande, à la fois, il rappelait, envoyait ses promesses, et puis vous l'avez rappelé, on l'a entendu, Manuel Valls qui, de son côté, maintient, ce qui a été sa position personnelle depuis toujours, son opposition à ce droit de vote. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Manuel Valls est en quelque sorte l'homme fort du gouvernement. C'est de loin le ministre le plus populaire, et c'est même toute personnalité confondue, droite et gauche, avec François Fillon aujourd'hui, l'homme le plus populaire. Donc c'est difficile aujourd'hui à François Hollande, à la fois de dire, bah oui, j'ai fait une promesse, il faut la tenir, et en même temps de désavouer son ministre le plus populaire. D'où cette position un peu mi-chèvre, mi-chou, rappelée par Alain Vidalise, de dire oui, oui, la promesse sera tenue, mais enfin en prenant bien soin de rappeler que le calendrier parlementaire est déjà bien rempli, et donc sur ce sujet, on verra plus tard. Alors que si les parlementaires ont lancé ça aujourd'hui, c'est que clairement, ils veulent que ce soit mis en œuvre pour les municipales de 2014. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que cet électorat-là, c'est-à-dire les étrangers qui pourraient voter, on sait que majoritairement, ils voteraient à gauche. Et puis ensuite, ficelle classique, attiser le chiffon rouge du vote étranger, eh bien, c'est donner du grain à moudre au Front National, donc embarrasser dans le même temps l'UMP. En tout cas, Guillaume, ce n'est pas un sujet franchement nouveau. On va écouter un extrait, on a retrouvé d'un journal télévisé, c'était en 1989, on en parlait déjà. Regardez. C'était un vote historique hier soir au Parlement européen. Les Européens immigrés pourront voter aux élections municipales. Exemple, un Allemand travaillant ou vivant en France depuis au moins 5 ans pourra voter dans la commune où il habite. Même cas de figure évidemment pour un Hollandais, un Anglais, un Portugais, un Italien, j'en passe. C'est une première. Mais les immigrés non communautaires, c'est-à-dire n'étant pas originaires d'un des 12 pays, sont exclus de cette directive. Voilà, on l'a compris, c'est un peu l'arlésienne de la gauche au pouvoir. Oui, c'était même une promesse de François Mitterrand en 1981. Bon, et François Mitterrand ne l'a jamais mise en œuvre, mais selon les moments, et notamment à la veille des élections, ressortait toujours cette promesse, là encore, afin de diviser la droite. Mais je crois que Manuel Valls cite un point qui est, à mon avis, important, c'est sur le risque de fracture au sein de la société. On sent bien que ça pose de vrais problèmes avec la montée du communautarisme, avec les craintes économiques et sociales aussi, que voilà, il y a un risque de tension dans la société et que relancer ce sujet aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'apaiser les tensions. Alors à droite, à présent, Guillaume Tabar, c'est une quasi-certitude à la veille de la clôture des dépôts des parrainages. Ce sera demain, seul Jean-François Copé et François Fillon, apparemment, seront sur la ligne de départ pour la présence de l'UMP. C'est donc un duel. Oui, alors c'est quasi certain maintenant. En fait, on aura assisté à une sorte de grand jeu de poker menteur à l'UMP, puisque d'un côté, on avait des gens qui disaient, en tout cas, ils le proclamaient, avoir les parrainages suffisants. C'était le cas de Christian Estrosi, qui a fini par se rallier à François Fillon, ou de Xavier Bertrand, qui finit par passer son tour pour se positionner sur la présidentielle. Il les a montrés. Oui. Maintenant, il faudrait les compter une par une. Bon. Mais dans le même temps, on avait d'autres candidats, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire et Henri Guénaud, qui, eux, cherchaient vraiment les parrainages, mais qui ont eu du mal, et à l'arrivée, sans doute, ils ne les auront pas. Ils n'auront quand même pas tout perdu parce qu'au moins pendant toutes ces semaines, eh bien, ils ont occupé le terrain médiatique, ils se sont fait connaître, ou en tout cas connaître davantage, et désormais, eh bien, ils font partie de ce premier cercle des dirigeants de la droite. Pour terminer, Guillaume Tabar, juste cette phrase ce soir de François Fillon qui est en déplacement dans les Hauts-de-Seine, c'est à Boulogne-Billancourt. Il a ironisé sur son rival à la présidence de l'UMP, Jean-François Copé, en estimant, je cite, que le sarkozysme c'est un peu comme l'amour. Il y en a qui en parlent beaucoup car leur amour est assez récent. Oui, alors ça vise bien sûr Jean-François Copé qui est devenu sarkozyste un an et demi avant la présidentielle. En tout cas, ça confirme bien que plus que jamais, Nicolas Sarkozy est un peu le fantôme de cette élection. Le sondage BVA publié demain dans l'Express montre que Nicolas Sarkozy a gagné 15 points de popularité dans l'électorat de l'UMP. Il est maintenant quasiment au niveau de François Fillon. Et on voit bien comment cette question de la popularité de Nicolas Sarkozy persistante à droite eh bien, va peser sur cette élection, mais aussi sans doute sur la vie de l'UMP de toutes les années à venir. Nous en reparlerons donc. Merci Guillaume Tabar, restez avec nous. Le décryptage économique de Jean-Louis Gombault. Jean-Louis, on va parler de ce qui va arriver sur la table du Conseil des ministres. C'est ce mercredi, c'est le projet important du traité budgétaire européen. On a quand même connu, on va dire, 2 semaines d'accalmie dans la zone euro. Est-ce que ça va tanguer de nouveau avec ce projet-là? Alors 2 semaines d'accalmie, effectivement, puisqu'on a eu la décision de la Banque Centrale Européenne, la décision de la Cour de Karlsruhe qui allait dans le bon sens, et puis n'oublions pas la décision de la Banque Centrale
américaine qui, elle aussi, elle est dans le bon sens. Et que ce qu'on a vu depuis 15 jours, la montée de la bourse et évidemment la baisse des taux d'intérêt. Et voilà que revient maintenant une période qui a l'air d'une période de suspense. Et on l'a vu dès aujourd'hui, lundi, Madame Merkel qui a émis des doutes sur le projet de supervision bancaire européenne. La Troïka, qui d'après la presse allemande, en revenant de Grèce, en passant 15 jours en Grèce, aurait dit, de toute façon, c'est pas la peine, la Grèce n'arrivera jamais à remplir les objectifs que nous lui avons assignés. La Troïka, c'est la Banque Centrale Européenne, le Fonds monétaire international et la Commission européenne. Jamais la dette grecque ne baissera à partir de 2020 comme elle s'y est engagée. C'est impossible. Et qu'est-ce qu'on a vu encore aujourd'hui? Les taux d'intérêt espagnols qui sont remontés au-dessus de 6% pour un emprunt à 10 ans, alors qu'ils étaient passés à 5,5% grâce aux décisions que nous venons d'évoquer. Et puis voilà maintenant un autre suspense qui arrive, un suspense qui est plus politique qu'économique, c'est évidemment le projet de loi de ratification du traité budgétaire européen. Il n'y a pas de suspense quant à l'issue du vote, puisqu'on sait que le Parlement votera. Le suspense, il est plutôt dans la majorité. Et donc c'est un suspense pour M. Hollande sur la solidité de sa majorité. Et d'autant plus si on veut bien voir que ce traité, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est le socle sur lequel va se fonder toute la politique économique de la France pour ces prochaines années. Ce n'est pas quelque chose de marginal. On pourrait, pour employer un mot pompeux, on dirait que c'est quelque chose de fondateur. Et donc le fait même qu'au sein même de la majorité, il puisse manquer un nombre de voix relativement important sur ce socle, c'est une contestation importante de ce qui va se passer. Comment un député qui va voter contre le traité budgétaire pourra-t-il ensuite voter le budget qui est quand même quelque chose, qui est l'adhésion à l'appartenance à la majorité. Et tout cela se passe, Jean-Louis, sur fond de désamour des Français. On l'a vu, un sondage dans le Figaro aujourd'hui, désamour des Français vis-à-vis de l'Europe. Alors, le sondage du Figaro dit que les Français en majorité, alors qu'il y a une petite majorité à voter Maastricht, en majorité voteraient contre si ça leur était présenté dans un référendum. C'est fort possible, sauf que quand même, lorsqu'on leur pose la question, ils savent qu'il n'y aura pas de référendum. Autrement dit, ça les encourage quelque part à dire, si on me le demandait, je dirais que je vote non. Et alors que ça ne dit rien, à mon avis, sur ce qui se passerait si vraiment le référendum se poserait. D'ailleurs, beaucoup de députés à gauche voteront oui, alors que quelque part, ils sont contre, ils voteront oui en disant si c'est oui, si le vote est non, ça risque d'être une quelle catastrophe économique que je ne peux pas me permettre. Donc ce ne serait pas vraiment un oui d'adhésion, mais un oui de je ne peux pas faire autrement. Pour terminer, Jean-Louis, un mot sur les conseils sur la zone euro, disent-ils, par un certain Dominique Strauss-Kahn. On l'a appris dans le journal Les Échos. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une conférence à Yalta. Alors c'est intéressant parce que ça montre bien que quand on quitte les responsabilités, on rentre dans la boîte à idées. C'est-à-dire qu'on est là pour donner des idées. On fait une conférence, on est un peu journaliste quelque part, mais ça n'a pas de portée véritablement concrète. Son idée était la suivante. En fait, un pays comme l'Allemagne ou la France, qui gagnent beaucoup d'argent du fait même que tout le monde se méfie de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie, et donc les capitaux prêtent facilement à ces deux pays-là, voient ces taux d'intérêt baisser, alors que les autres pays dont on se méfie voient leurs taux d'intérêt monter. Et donc il propose que les gains que nous obtenons grâce à ce mécanisme soient redistribués, le partage, on est à Yalta évidemment, le partage. Et il dit l'Allemagne a gagné 60 milliards d'euros, elle devrait donner une partie. Je suggère qu'il fasse ces suggestions à Mme Merkel, on verra la réponse. Merci beaucoup Jean-Louis Gombault, merci beaucoup Guillaume Tabar. La suite du 22h dans un instant. L'invité politique, c'est le porte-parole du NPA. Souvenez-vous, ancien candidat à la présidentielle, Philippe Poutou. Nous évoquerons notamment les différents plans sociaux en préparation. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Le monde de la grande distribution est en deuil ce soir. Édouard Leclerc, fondateur de l'enseigne du même nom, est décédé à l'âge de 85 ans. Cet ancien séminariste devenu épicier s'est construit à la sueur de son front. Son premier commerce, il ouvre dans un hangar en Bretagne où il vend en gros des biscuits, de l'huile et du savon. Son principe, court-circuiter les fournisseurs. Au départ, il investit 5 000 francs dans son affaire. Aujourd'hui, l'entreprise pèse plus de 40 milliards d'euros. Pour la photo, ils ont laissé leur tenue de sport au vestiaire. Alain Bernard, Teddy Riner, Tony Estanguet et une centaine d'autres médaillés olympiques et paralympiques des JO de Londres ont été reçus aujourd'hui à l'Elysée par François Hollande. Vous avez eu du panache et vous avez en même temps réalisé votre rêve. C'est ce que
nous voudrions donner à la nation tout entière cet esprit qui est le sien d'ailleurs, de travail, de discipline, de solidarité, pour avoir tout le courage nécessaire pour ensuite accéder aux rêves. Une première cérémonie pour les héros de l'Aube qui reviendront sous les ordres de la République avant la fin de l'année pour y recevoir cette fois la Légion d'honneur. Jusque-là, entrer en classe préparatoire était gratuit pour les étudiants, mais cela pourrait changer. En tout cas, c'est une piste envisagée par le gouvernement qui souhaite ainsi renflouer les caisses de l'État. Et effectivement, si la mesure s'applique, elle pourrait rapporter entre 9 et 13 millions d'euros. Ce serait également une manière de rétablir la justice sociale. La plupart des élèves de classe prépa sont issus de milieux aisés et ne payent rien, tandis qu'à la fac, tous les étudiants s'acquittent d'un droit d'inscription. À Toulouse, depuis le mois de juillet, ces salariés de Sanofi manifestent tous les jeudis dans leur entreprise. 600 emplois sont menacés. Pour le moment, la direction n'a pas donné de précision. Elle doit le faire le 25 septembre prochain. Mais hier, Arnaud Montebourg est monté au créneau. Il a demandé aux dirigeants du groupe pharmaceutique de négocier un accord avec ses salariés. Opération de payage gratuit ce week-end pour les employés de PSA Aulnay. Après l'annonce de 8000 suppressions de postes, dont 3000 dans leur usine, François Hollande devrait les recevoir jeudi. Les syndicats ont d'ores et déjà lancé un appel à la grève et à la manifestation devant l'Élysée. Depuis le mois de mai, les salariés de Fralib, fabricants de thé éléphant, ne sont plus payés. Ils étaient entendus aujourd'hui au prud'homme. Depuis septembre 2010, ils vivent sous la menace d'une fermeture de leur usine. Une table ronde réunissant des représentants de la direction des salariés et du ministère du redressement productif devrait être organisée fin septembre. Invité du 22h, il est ancien candidat à la présidentielle. C'est aussi l'un des porte-parole du NPA, nouveau parti anticapitaliste. Philippe Poutou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. On vient de voir cette actualité sur les différents plans sociaux. Parlons d'abord de PSA, Aulnay, dont les représentants syndicaux devraient être reçus jeudi à l'Élysée. Le gouvernement promet de limiter la casse sociale, c'est-à-dire de limiter les suppressions d'emplois. Est-ce que c'est suffisant ? Bien sûr que non. Il y a un côté un peu, on va faire attention à vous, on va limiter la casse, mais en réalité, ce discours-là, il est inadmissible. Ça fait des années qu'on voit des fermetures d'usines, des plans de licenciement qui se succèdent, et le minimum qu'on attendait de ce gouvernement-là, enfin qu'on aurait pu attendre de ce gouvernement-là, c'est qu'il stoppe tout ça. C'est effectivement interdire les licenciements, stopper les fermetures d'usines, et même arrêter les suppressions d'emplois dans les services publics. Or là, on se retrouve avec un gouvernement qui mène grosso modo la même politique. Tout ça parce qu'il n'ose pas s'affronter aux capitalistes, aux grosses fortunes, parce que le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut nous convaincre qu'il faut accepter ça parce que c'est la crise. Enfin, on nous sort plein d'arguments pour qu'on baisse la tête et puis qu'on dit ah oui, on peut pas faire autrement. Mais en réalité, si, on peut faire autrement parce que des fortunes, elles existent. Justement, il y a des milliards de profits. Oui. Selon un rapport d'experts commandé par le gouvernement, le site d'Aulnay serait condamné. Que faut-il faire selon vous? Est-ce qu'il faut fonctionner à perte jusqu'à arriver un jour où on se dit on va fermer, peut-être qu'il y aura encore plus de suppression d'emplois? Non mais c'est eux qui disent ça, ils disent que ça fonctionne à perte. Après, la famille Peugeot, elle a des milliards, ils ont distribué plus de 200. Oui, ben, c'est certainement trafiqué le truc parce qu'en réalité, les actionnaires, ils ont encaissé plus de 250 ans. Semble-t-il. Non, mais dans l'indépendance des expertises, ça a discuté. Non, mais la réalité, on le voit, la famille Peugeot, elle fait partie, je crois, des 20 plus grosses fortunes en France. On peut parler d'ArcelorMittal. Mittal, c'est une des plus grosses fortunes de la planète. On a vu Arnaud l'autre jour, 32 milliards. Voilà, les richesses sont là. Et je crois que les 500 plus grosses fortunes en France, c'est pratiquement 250 milliards d'euros qui sont dans des coffres, enfin, qui sont accumulés. Donc l'argent existe. Après, on veut toujours nous faire croire que finalement, voilà, ça coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est le travail. Ça va pas. Et c'est ça. Je crois qu'il y a une grosse propagande. Je crois tout est fait pour qu'on baisse la tête, qu'on accepte. Aujourd'hui, c'est inadmissible. Il faut stopper cette politique-là. Et même aujourd'hui, ça pose le problème carrément de la réquisition. Ça poserait le problème de l'expropriation ou de la confiscation des fortunes. Si Peugeot, si Arcelor, si Sanofi, qui fait 8 milliards de bénéfices et qui veut supprimer des emplois, s'ils sont pas capables de faire fonctionner une entreprise normalement, mais oui, ça doit être entre les mains des salariés ou en tout cas, ça doit être sous contrôle public. Et c'est ces problèmes-là que ça pose. Donc c'est pour ça que vous avez parlé de Fralib. Mais Fralib, c'est ce qu'ils disent, c'est que nous, on veut reprendre l'usine, on veut la faire fonctionner. Et je pense que ça se discute dans plein d'endroits. À Doux, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui se fait du pognon, qui a 1 milliard d'aides publiques et qui en plus liquide une filière. Vous êtes sévère sur l'action du gouvernement héros. Un peu, oui, quand même. Le 6 mai 2012, vous avez pourtant, Philippe Poutou, glissé un bulletin Hollande. Tout à fait.
Vous le regrettez quand même pas? Non, non, je regrette pas parce que parce c'était. qu'à vous écouter, on en doute. Mais oui, non, mais même, à l'époque, je disais aussi. Non, mais à l'époque, je disais qu'il fallait. On avait des comptes à régler avec le gouvernement Sarkozy et puis toute sa bande. On voulait les dégager, et donc le bulletin Hollande, c'était le moyen de le dégager, parce que dans la démocratie dans laquelle on vit, il n'y a pas le choix. Si on veut dégager un gouvernement, si on veut le virer, on vote pour l'autre candidat, et c'était Hollande. Maintenant, à l'époque, je disais aussi qu'Hollande, c'était pas la bonne solution, parce qu'on savait que le PS mènerait une politique à peu près la même, parce qu'il se situe sur le terrain libéral. François Hollande se décrit comme un président au combat, en première ligne, à l'offensive. Il promet d'inverser la courbe du chômage dans un an. Ouais, je crois que tous les gouvernements l'ont promis. Mais non, mais là, il peut dire ça, mais en même temps, aujourd'hui, on voit Montebourg, on voit tout, même Moscovici, tous ces gens-là qui sont en train d'expliquer, on va réduire le nombre de licenciements, en espérant même que les syndicats acceptent les plans de licenciement. Non, ce gouvernement-là, il ne fait que continuer la même politique, mais ceci dit, la gauche, on l'a vu il y a 10 ans avec Jospin, on l'a vu aussi sous Mitterrand, ça a été des plans de licenciement qui se sont succédés. À aucun moment, les gouvernements de gauche, à la fois, ont protégé les salariés contre le chômage, mais même, ils ont jamais protégé les services publics, parce que ça a été une dégradation. Voilà, donc aujourd'hui il y a une urgence, effectivement, c'est rompre avec cette politique-là, et ça veut dire, oui, c'est pour ça qu'ils ont raison, les Arcelor qui se battent aujourd'hui, les Fralib. Moi aussi, je bosse dans une usine donc à Ford, à côté de Bordeaux, et on va manifester au salon d'automobile, on va envahir le stand Ford le samedi 29, parce qu'on a aussi des menaces de suppression d'emplois. Mais vous avez quelques garanties, de votre propre groupe, n'est-ce pas? Disons qu'il dit que vous inquiétez pas, ça va le faire. Mais sauf que nous, on a reconnaissez aussi. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Oui. Mais nous, on sait que tel que ça se présente, il y aura des suppressions d'emplois. Parce que je voulais juste finir pour dire que ce qui nous manque aujourd'hui, les Arcelor, les Fralib, les Sodi Médical, les Doux, ce qui manque, c'est qu'il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on se batte ensemble, il faut qu'on aille vers la convergence des luttes, parce qu'on sait qu'on est tous dans les mêmes situations. Mais là, je parle des salariés du public comme du privé, dans les hôpitaux, dans les écoles. Il faut qu'on se batte ensemble. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait des millions de gens dans la rue. Il faut qu'on se fasse entendre. Il faut qu'on relève la tête, et ça c'est hyper important. C'est pour être efficace, il va falloir faire ça, quoi. Je voulais vous faire réagir. C'est une promesse aussi de campagne de François Hollande. Il s'agit du droit de vote des étrangers aux élections locales. Le ministre de l'Intérieur estime que ce n'est pas une revendication forte de la société actuellement, c'est-à-dire en gros que ce n'est pas une priorité. Il a tort. Qui valse? Oui. Ouais, Valls, même là, c'est carrément c'est un infiltré de l'UMP dans le PS. Il défend que des idées réactionnaires. Nous, on dit il faut l'égalité des droits politiques et économiques pour tout le monde. On est pour le droit de vote des immigrés. La fermeté, c'est une idée de droite, forcément, quand on est ministre de l'Intérieur. La fermeté contre qui ou contre quoi? Parce que Valls, il est capable d'appeler à l'ordre républicain quand il y a des jeunes qui se mettent en colère dans les cités, notamment contre la misère. Mais par contre, quand il y a des patrons qui se barrent avec des milliards, ou en tout cas qui cherchent à... Là, il n'y a plus de fermeté républicaine. Non, là, le problème, c'est qu'on a des discours réactionnaires, des discours de droite, et c'est là où on voit que ce gouvernement-là, il n'y a rien à attendre, et on voit qu'il va nous attaquer de toutes parts, et même les camps des Roms sont démantelés, les sans-papiers sont toujours expulsés, et puis donc il y a des licenciements, tous les problèmes demeurent. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que là aussi, il va falloir s'opposer à ce gouvernement. Continue. Merci beaucoup. Il faut une opposition politique à ce gouvernement-là, il faut la construire, et c'est pour ça qu'on s'adresse à toute la gauche. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. La dernière page du 22h. Et comme chaque lundi à présent, Simon Barbaret, vous allez voir, vous présente le documentaire à suivre. C'est juste après ce journal. C'est votre soirée docu. Regardez. On les appelle gitans, manouches ou encore tziganes. 6 siècles après leur arrivée en Europe, les Roms servent régulièrement de bouc émissaire à l'insécurité du moment. Le documentaire intitulé Roms, premier peuple européen, que vous allez voir dans quelques instants, traverse les frontières et bouscule les préjugés. De Montreuil à Budapest en passant par Bruxelles, la réalisatrice Tania Rachmanova vous emmène à la rencontre de ce peuple transnational, tiraillé entre l'hostilité des autorités locales et les contraintes d'un mode de vie itinérant. Pourtant, vous allez le voir, la jeune génération prend désormais son destin en main. On les retrouve dans les travées de la Commission européenne, où les jeunes stagiaires roms font entendre la voix d'un peuple de près de 12 millions de personnes. Quel statut pour les Roms? Comment aligner leurs droits sur ceux des autres citoyens européens? Ces questions sont au cœur de ce documentaire que je vous invite à suivre tout de suite sur Public Sénat. Voilà pour ce documentaire à suivre. Je vous remercie pour votre fidélité. Demain, notre invité politique, c'est Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur. Belle soirée et je vous dis à demain avec plaisir.
En Europe, 10 à 12 millions de citoyens vivent en marge des villes et des droits fondamentaux à la santé et à l'éducation. Six siècles après leur arrivée en Europe, les Roms, que l'on appelle manouches, gitans, tziganes ou sintis, continuent à vivre de caravanes en bidonville aux portes de nos sociétés. France, juillet 2010. C'est un fait divers mettant en cause des gens du voyage qui a mis le feu aux poudres. Discours sécuritaires enflammés, amalgame entre délinquance et gens du voyage, la confusion règne et désigne un même bouc émissaire, les Roms. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. On n'a rien à se rapprocher. Justement parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec nous. Il n'y a pas de statut. On a 10 ans ici, etc. Et il n'y a aucun logement, il y a des enfants scolarisés, il y a des enfants nés en France, il y a des enfants qui sont malades. Et la police, il met la pression sur des gens, ils disent qu'on quitte le terrain. On évacue tout de suite, sinon il va tout casser sur nous. Il y a des permanences qui ont commencé depuis hier. Des gens qui dorment ici, il y a une baraque qui est laissée à disposition.